Donjons Dragons, c'est un jeu d'aventure, de mystère et de secret. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer 10 secrets sur l'univers de Donjons Dragons, mais aussi sur le jeu. Alors invoquons le dieu des secrets et révélons tous les mystères cachés derrière ce jeu formidable. This is only a game. Mais avant de poursuivre avec la vidéo, je voulais te dire un petit mot sur notre festival de jeux de société gratuit à Montréal. Le FLIM revient à la fin juillet et on est présentement en campagne de levée de fonds. Fait que oui, on fait un virage vert avec le festival, fait qu'on va être à la fine pointe de l'éco-responsabilité. Et pour ça, on a besoin de soutien. Alors, si tu veux nous aider, tu peux aller acheter un t-shirt du FLIM. Ils vont être super cool en plus. C'est Guillaume Perrault qui fait les illustrations. C'est comme insane. Tu peux même participer au jury du pli. Parce que oui, lors du festival, on remet des prix à des jeux qui ont brillé dans différentes catégories. Les illustrations, l'innovation, maison d'édition de l'année. Fait qu'on veut vraiment encourager les artisans de façon plus large de l'industrie du jeu. Alors, si tu veux faire partie du jury, n'hésite pas à aller jeter un œil à la campagne de sociofinancement. Tu peux acheter une place pour faire partie du grand conseil qui va déterminer les gagnants. Fait que oui, merci tout le monde. Puis n'hésitez pas à venir faire un tour cet été, c'est complètement gratuit et il va y avoir plein de jeux, plein d'invités. Ça va être génial. Fait que on va continuer avec les petits secrets là. Je vous dérange pas plus longtemps. En 10e place, on a les magiciens célèbres du multivers. Mordenkainen, Melf, Tenzer, Bigby, Tasha. Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi est-ce que certains sorts sont attachés à un nom de magicien. C'est qui ces magiciens-là qui ont inventé, créé, nommé ces sortilèges? Eh bien, tous ces personnages sont en fait les personnages d'amis de Gary Gygax, les tout premiers joueurs qui ont contribué au lore de D&D. Parce que oui, j'imagine que vous êtes très attaché au premier personnage que vous avez créé. Peut-être que son nom n'était pas super original. Imaginez si ce nom boboche que vous avez trouvé se retrouvait immortalisé dans un livre de sorts. C'est ce qui est arrivé à plusieurs des amis de Gygax. Par exemple, Melf, Flèche d'acide de Melf, vous connaissez peut-être le sort? Eh bien, c'est le personnage de Luke Gygax, le fils de Gary, qui jouait, devinez quoi, un elfe mâle, Melf. Il l'a créé très très jeune. Luke Gygax continue de dire que c'est pas pour ça qu'il a choisi de nommer son personnage Melf, mais je suis pas convaincu, pas en tout. Drawish, aussi un autre magicien célèbre, ben ce nom c'est un anagramme de Jim Ward, qui était un des concepteurs chez TSR. Donc que ce soit Robiliard aussi, Mordenkainen, qui est le personnage de Gary Gygax lui-même, Robiliard, le personnage de Rob Kuntz, qui était son co-MJ dans sa campagne de Greyhawk. Fait que presque tous ces noms peuvent être reliés à un créateur de l'équipe de TSR. Pour ce qui est de Tasha comme tel, ça ici, le lore est un peu étrange. C'est pas un personnage d'un joueur comme tel, mais c'est une proposition d'une jeune fille qui a écrit à Gary Gygax dans un concours pour créer un nouveau sort et qui lui a proposé un sort qui faisait rigoler au point de perdre son tour. Et c'est comme ça que Fou rire de Tasha a été créé et ça a aussi créé un personnage légendaire qui est encore avec nous aujourd'hui dans Donjons Dragons. Le 9e secret, c'est que Donjons Dragons, comme jeu, a bien failli disparaître au milieu des années 90. Parce que oui, aujourd'hui, c'est difficile à imaginer. Donjons Dragons est le jeu de rôle le plus connu au monde. Je veux dire, c'est un jeu qui est tellement incrusté dans la culture populaire. Les jeux vidéo l'ont immortalisé de plein de façons. Mais oui, le jeu a vraiment failli disparaître. À partir du milieu des années 80, pendant toutes les années 90, TSR, la compagnie qui possédait Donjons Dragons, a connu des ennuis financiers sérieux. Il y a eu une dette qui s'est accumulée. On n'a jamais pu vraiment se débarrasser de ce poids sur la compagnie. Et au milieu des années 90 est apparu Magic the Gathering. Puis Magic, c'est devenu l'activité avec un grand A pour tous les geeks du monde. Je pense que c'est difficile d'imaginer à quel point Magic est devenu un géant en quelques années à peine.
Plusieurs compagnies ont essayé de se lancer dans l'aventure Magic et ça a été vraiment ce qui a été le clou dans le cercueil de TSR. Ils ont 2 jeux de cartes à collectionner qu'ils ont lancés, reliés avec Donjon Dragon, mais ça a été un fiasco. Il y avait un truc qui s'appelait Dungeon Dice, où c'était un jeu de collection de dés. Puis, accumulé à ça tous les ennuis financiers, ça a été vraiment la fin pour TSR. Lauren Williams, qui était l'actionnaire principal de TSR à l'époque, a essayé de se débarrasser de la compagnie. Puis il en a vraiment fallu de peu pour que la compagnie soit juste démantelée. Mais heureusement, à la dernière seconde, Wizard of the Coast, la compagnie qui possède Magic, avec quelques autres geeks majeurs du jeu de rôle, ont été capables de faire une offre et de racheter Donjon Dragon. Fait que oui, qui l'eût cru, mais Donjon Dragon a presque disparu. Est-ce que ça pourrait arriver à nouveau dans l'avenir? Qui sait? Peut-être. Mais pour l'instant, le jeu kick encore. Le jeu, il est pas mort. En 8e place, Gary Gygax, le créateur du jeu. C'était un espèce de génie un peu dingue. Hein? C'est le genre de gars passionné qui a parti sa compagnie tout seul dans son sous-sol. Et avec ce petit effort artisanal lancé en 1974, il a quand même pu créer un jeu hyper connu aujourd'hui, en plus de créer Gen Con, une des conventions geeks les plus fréquentées de l'univers. Je l'ai dit, notre bon vieux Gary, c'était un personnage complexe, mais qui avait aussi, la rancune facile. Il existe encore dans certains modules publiés des petites pointes portées à ses ennemis. Un des exemples les plus concrets de ça, c'est dans un module qui s'appelle Against the Giants, et dans ce module écrit par Gygax, le chef des vilains géants des collines, un être fourbe, vil, traître, un idiot, il s'appelle Norsnra. Norsnra, c'est très facile à prononcer, mais il semblerait aussi que ce soit un espèce d'anagramme du nom Arneson, le co-créateur de Donjon Dragon. Fait que oui, Arneson, c'est bien connu, il a quitté TSR, il a un peu claqué la porte, il a poursuivi Gygax pour obtenir ses droits d'auteur. Et Gygax, par la suite, dans un module qu'il a publié, a décidé de créer un géant traître qui porte un petit peu le nom de son co-créateur, qu'il poursuit en justice. Est-ce que c'est un petit peu puéril? Est-ce que c'est un peu bébé? Il y a un lot de biographies qui ont été écrites sur Gygax et son époque à la tête de TSR. Je pense que c'est intéressant de voir à quel point ce personnage-là était multifacette, un grand créateur, mais aussi peut-être un grand enfant. En 7e place, on a un des secrets les moins bien gardés de la 5e édition de Donjon Dragon. Mais vous avez peut-être constaté que dans la plupart des modules officiels publiés de 2014 jusqu'à 2023, donc les toutes dernières aventures avant la nouvelle édition 5.5, il y a des objets étranges récurrents. On parle souvent des obélisques noirs. Donc, un obélisque noir, la première fois que tu en vois un, tu te dis, ok, c'est un peu mystique, magique, ça arrive. Je veux dire, il y en a un à l'entrée de la tombe de l'annihilation. C'est beau, ça fait décoratif. Mais après ça, vous en croisez d'autres. Par exemple, dans La tyrannie des dragons, il y en a un. Il y en a un aussi dans Rhymes of the Frost Maiden. Et on commence à tracer le fait que dans presque toutes les aventures, il y a un de ces obélisques cachés. Chris Perkins a révélé en entrevue que oui, effectivement, il y avait une trame narrative souhaitée pour ces obélisques-là. Donc, c'est comme une espèce de secret, une trame narrative secrète qui traverse toutes les aventures de la 5e édition. On nous apprend que ces obélisques-là contiennent une part de la magie d'un peuple ancien, qui était capable de réécrire l'histoire de l'univers. Et ce peuple ancien-là a été effacé des mémoires collectives par un méchant célèbre, Vecna, qui a utilisé la magie des obélisques noirs pour effacer la mémoire de ce peuple-là et leur magie. Vecna est peut-être donc un des derniers à détenir cette connaissance magique-là de réécrire l'histoire grâce aux obélisques noirs. C'était censé être la trame principale de la toute dernière aventure de Vecna pour la 5e édition. Malheureusement, il y a eu des changements au sein de la direction créative de D&D à la toute fin de la 5e édition, et on n'a jamais vraiment pu avoir cette apogée de cette histoire-là avec les obélisques noirs. Quoique je crois que ça prendrait pas grand-chose pour un MJ ingénieux d'utiliser ces obélisques-là pour son histoire. D'ailleurs, on va peut-être reparler de Vecna sur cette liste.
Parlant des aventures de la 5e édition, le prochain secret concerne les Easter eggs contenus dans les aventures publiées depuis 2014. Fait que c'est des petites références à la pop culture ou des petits éléments auto-référentiels pour les connaisseurs qui peuvent trouver ces petits secrets cachés à gauche, à droite, à l'intérieur des aventures officielles. Moi, j'ai beaucoup aimé justement dans le vol des dragons, Waterdeep Dragon Heist, qui a à mon avis un des meilleurs paysages d'aventure pour un module de la 5e édition. À l'intérieur, il y a tellement de références au cinéma, à la littérature, aux jeux vidéo. Il y a un capitaine pirate, entre autres, dans le port de Waterdeep, qui est habillé de façon assez étrange, un grand chapeau, presque nu avec des bandelettes de cuir pour cacher son torse. Ben, c'est une référence à Zardoz, un des films avec Sean Connery. On a aussi le Scarlet Mappenroth, qui est un sous-marin, qui est une référence à Octobre Rouge, un autre film avec Sean Connery. Si vous constatez dans Rime of the Frost Maiden aussi, on fait plein de petits clins d'œil à la culture populaire du cinéma d'horreur. On fait référence entre autres à The Thing. On va s'inspirer aussi de Tremors, avec les bulettes cachées dans la neige qui font des sillages pour attraper les pauvres aventuriers perdus dans les glaces. Fait qu'il y a beaucoup de petits Easter eggs. Je vous en mets quelques-uns ici, mais je suis curieux, en avez-vous constaté? Si vous avez joué les aventures officielles, quel est votre Easter egg préféré? Et on retrouve maintenant notre bon vieux Vecna, parce que oui, Vecna c'est un personnage particulier de Donjon Dragon. C'est un des méchants les plus méta du jeu. À la base, Vecna est né de 2 objets magiques, la main de Vecna et l'œil de Vecna, qui figurait dans le tout premier compendium d'objets magiques du jeu de Donjon Dragon. Graduellement, on a commencé à construire le mythe autour du personnage, qui était d'abord une liche célèbre, puis officiellement dans le lore, on a déterminé que Vecna était la première liche à avoir existé à la surface de tout le multivers de D&D. C'est lui le premier qui a percé à jour le secret de comment devenir un magicien mort-vivant. Puis là où je dis que Vecna est peut-être un ennemi extrêmement méta, c'est qu'il a l'air d'être conscient qu'il existe une réalité au-delà de ce qui est observable dans le monde matériel. On a parlé tout à l'heure qu'il a percé à jour un des secrets d'un peuple ancien qui permet de réécrire l'histoire. Et Vecna est présent à tous les grands changements d'édition du jeu. La dernière grande aventure de Advanced Dungeons and Dragons mettait en vedette Vecna. Die, Vecna, Die! C'était une série d'aventures où Vecna cherchait à devenir un dieu. Même chose, quand on est passé de la 5e édition à la 5.5, Vecna aussi était présent. C'était la dernière grande aventure. C'était le combat contre Vecna. Fait que oui, il y a quelque chose de fondamentalement méta dans le personnage de Vecna. Et si, à quelque part, c'était lui le grand maître du jeu derrière tout ce qu'on vit à l'intérieur d'une partie de Donjon Dragon. Fait que oui, c'est un personnage qui est fascinant, qui est toujours annonciateur de grands changements dans le méta du jeu. Parlant d'un personnage récurrent, qui revient dans toutes les éditions de Donjon Dragon, il s'agit de notre bon vieux Volotamp Gedarn. C'est un personnage qui est connu à la base pour ses guides pratiques dédié aux maîtres de jeu et aux joueurs de D&D. À la base, il a été créé par Ed Greenwood et l'équipe de TSR parce qu'il voulait créer un personnage qui pouvait guider les joueurs à travers les grandes villes de Faerûn, mais il voulait pas que ce soit un personnage qui était trop fiable. L'idée, c'est que si tu as un lore qui est définitif, il n'y a plus vraiment d'espace pour le maître de jeu à improviser, créer, modifier, improviser, tu sais, vraiment. Donc, Volo a été créé pour créer un narrateur qui est plus ou moins fiable. Surtout, Volo, il est interdit d'accès à plusieurs lieux célèbres. Parce que Volo, qui est un personnage endetté, vantard, qui a une personnalité, disons, un peu irritante, ben, il n'était pas admis d'accès dans tous les lieux. Il ne pouvait pas entrer dans la tour de Elminster, par exemple. Puis oui, il a figuré dans à peu près toutes les éditions du jeu. Fait qu'il y en a certains qui vont se demander, mais tu sais, je veux dire, les éditions, on s'étale sur peut-être quasiment 200, 300 ans d'histoire. Pourquoi est-ce que Volo est encore là? Ben, il y a plusieurs raisons dans le lore officiel de pourquoi Volo survit jusqu'à nos jours. Il a été transformé en grenouille par Elminster et il a passé un certain temps, quelques décennies, dans le jardin derrière la tour de Elminster, le magicien le plus puissant
des royaumes oubliés. Aussi, il a une longévité et une chance incroyables parce que, croyez-le ou non, Volo est un ancre pour la magie de Féérune. Toute la magie du monde est ancrée dans certains choisis de Mystra. C'est une façon pour la déesse de la magie de protéger la toile magique s'il lui arrive quelque chose. Il y a bien sûr des choisis de Mystra célèbres que tout le monde connaît, mais la stratégie de Mystra, c'est de se dire, je vais mettre certains de ces ancrages dans des personnages inattendus. Comme ça, les gens ne penseront pas à les chasser et les détruire, et c'est pour ça que Volo a été choisi par la déesse de la magie pour garder une part de la toile en vie. Volo n'est pas au courant de ça, bien sûr, parce qu'il s'en vanterait à tout le monde, l'écœurant. Mais c'est la raison pour laquelle il y a comme une part magique du monde qui protège Volo et l'empêche de disparaître ou de périr. On a un grand secret maintenant aussi concernant les flageoleurs mentaux. On s'est toujours demandé un peu les flageoleurs mentaux d'où ils viennent. Ils viennent visiblement pas du monde matériel qu'on connaît. Ils ont quelque chose d'un peu alien, incompréhensible. Eh bien, il y a un des secrets, révélé dans un des livres qui s'appelle Lords of Madness, qui nous dit que les flageoleurs mentaux ne viennent pas de quelque part, mais d'un moment. Ils viennent du futur, du bout de l'histoire de l'univers. Ils étaient là, à la toute fin de l'univers, au moment de la mort finale, et ils ont trouvé un sort qui leur permettait de voyager dans le temps et de revenir à une époque un peu plus contemporaine pour les habitants du monde de Donjons Dragons. Fait que oui, les flageoleurs mentaux, c'est pour ça qu'ils ont des vaisseaux spatiaux. Certains vont même dire que c'est eux qui ont créé cette façon-là de voyager à travers les étoiles et les mondes. Ils ont amené tout un lot, une ménagerie magique. On dit que les Carrion Crawlers sont venus avec eux dans leur voyage. Il y a quelque chose de fascinant d'imaginer que les flageoleurs mentaux et cette façon-là de vivre, c'est peut-être aussi le lointain futur de l'humanité, des créatures humanoïdes du multivers. Inévitablement, la destinée du monde physique est de retourner à cet état de flageoleurs mentaux et de voyager dans cette loupe temporelle-là. En deuxième place des plus grands secrets de D&D, on retrouve un mystère incroyable, Lady of Pain. On pense souvent aux créatures les plus puissantes du multivers comme étant les dieux, mais la réalité, c'est qu'il existe visiblement des créatures encore plus puissantes. Lady of Pain, qui est l'espèce de créature au centre de Sigil, la grande cité au centre du multivers dans Planescape, et qui interdit les dieux de pénétrer dans la ville. Elle a donc le pouvoir de fermer les portes, d'empêcher les divinités d'entrer à l'intérieur de la place, mais comment elle fait ça? C'est un grand mystère aussi parce que la plupart des dieux ont un stat block dans Donjons Dragons. Donc ils ont vraiment des classes d'armure, points de vie, jets de sauvegarde. Pas Lady of Pain. C'est une des rares créatures décrites dans les livres qui n'a jamais eu de point de vie ou de stat block. Certains vont même dire que Lady of Pain fait partie d'une toute petite frange des créatures de D&D qui sont des créatures plus vieilles que le multivers, les véritables créateurs du cosmos. On nous dit dans une aventure qui s'appelle Die Vecna Die, où Vecna essaye justement de contourner la loi qui l'empêche d'entrer dans Sigil. C'est un duel énorme entre Lady of Pain et Vecna à la fin de ce livre-là, c'est comme insane. On nous dit que Lady of Pain fait partie de ce qu'on appelle l'Ancient Brethren, la fraternité ancienne. Dans cette fraternité-là, on retrouve le serpent, la créature qui a permis à Vecna de connaître le secret de l'immortalité. On retrouve peut-être aussi Asmodée, le tout premier des démons. Il y a quelque chose dans ces créatures-là d'un mystère qu'on n'a pas encore percé à jour. Et j'espère qu'on ne nous donnera jamais la réponse finale sur la véritable nature de Lady of Pain. Parce que c'est cool. Ça nous en prend dans D&D des mystères qu'on ne pourra pas percer à jour. C'est le charme de juste pas savoir, de juste pas pouvoir comprendre. Est-ce que c'est une prisonnière de Sigil? Est-ce que c'est une représentation de la souffrance de toutes les créatures conscientes du multivers? Qui sait? J'espère qu'on ne le saura jamais vraiment complètement. Et le tout dernier des grands secrets de Donjons Dragons, c'est que la Terre, notre bonne vieille Terre, existe, canon, in real life, là, dans le canon officiel de Donjons Dragons, la Terre existe. C'est-à-dire, oui, vous avez Toril, Earth, vous avez Eberron, tous ces plans d'existence-là cohabitent dans un grand multivers. Eh bien, vous pouvez trouver
des portails et des passages secrets magiques pour atteindre la Terre dans laquelle nous vivons. Fait que oui, ça a été utilisé à quelques reprises, mais dans le lore officiel, les dieux mésopotamiens, égyptiens ont véritablement eu une intervention dans le monde de Féérune, dans la nation de Mulhorand. Fait que vous avez vraiment Seth, Isis, Osiris, ils sont vraiment impliqués dans le lore des royaumes oubliés. Il existe aussi, dit-on, certains chanceux de notre monde qui ont voyagé dans les royaumes oubliés. Il paraît que Elminster aurait déjà visité le petit jardin canadien de Ed Greenwood. On n'a pas de photo pour le prouver, mais à mon avis, Ed Greenwood, c'est Elminster, puis c'est pour ça qu'on le voit pas dans les derniers volumes de la 5e édition. Il y a aussi une aventure célèbre de Dragon Magazine qui parle de l'aventure de Simon Weems, un vendeur d'assurance de Lake Geneva, qui se serait retrouvé dans une tempête magique qui l'a téléporté dans les royaumes oubliés, dans le Cormyr. Et il vit une sacrée journée bizarre où des aventuriers doivent l'aider à retourner dans notre monde. Fait que oui, moi j'ai toujours trouvé ça fascinant, ces crossovers-là. Je l'ai déjà utilisé dans mes toutes premières aventures de jeux de rôle, l'idée qu'il y a des voyageurs temporels de notre époque qui se retrouvent avec des armes à feu et des grenades au milieu des royaumes oubliés. Moi, ça me fascine, je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais c'est canon! Fait que voilà, c'était les secrets de Donjon Dragon. Je suis curieux, vous, est-ce que vous avez des informations cachées sur D&D? C'est quoi vos secrets préférés de l'univers de Donjon Dragon? Il y en a tellement, c'est un jeu dans lequel on aime ça, découvrir des choses, en apprendre davantage sur le lore, puis ça peut nous inspirer peut-être des parties de jeux de rôle, des campagnes, des aventures, ou des petits retournements surprenants pour nos joueurs. Fait que voilà, merci d'avoir été là, merci d'écouter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez le jeu de rôle, D&D, on a plein de contenu pour vous. Et si vous en voulez davantage, vous voulez nous voir jouer à Donjon Dragon, ben n'hésitez pas à vous abonner sur notre Patreon. On a même une partie de Basic D&D où on a roulé le culte du dieu serpent et c'était génial. J'aime tellement ces vieilles éditions de Donjon Dragon. Fait que oui, allez-y, ça nous encourage et ça nous permet de continuer à vous faire découvrir le jeu de rôle. Fait que merci tout le monde, puis on se retrouve dans une autre